Bonjour à tous, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est vrai, je vous le dis souvent, parce que c'est extrêmement important pour donner de la visibilité, de la force et de l'impact à nos idées. Merci à vous. La France chute, elle chute depuis longtemps, trop longtemps. Mais cette fois-ci c'est officiel, elle est le pays qui chute le plus vite du monde. Triste médaille d'or pour notre pays. Je vais y revenir de manière très concrète et détaillée dans un instant. Il faut évidemment réagir, donner le coup de talon nécessaire pour rebondir le plus vite et le plus haut possible. Mais vous allez voir que nous sommes entravés par deux énormes problèmes. D'abord, notre soumission à l'Union européenne et à l'euro, on va y revenir. Et puis évidemment, l'enlisement dans des débats actuels absurdes de diversion, de division, voire de quasi-guerre civile voulue, entretenue. Nous allons y revenir également, mais je vais tenter de définir l'antidote et vous verrez que ça passe par une révolution, ni plus ni moins, ce que j'ai appelé la révolution politique. Je vais préciser les choses dans un instant. Alors pourquoi la France est le pays qui chute le plus vite au monde? C'est tout simplement officiel depuis hier, une étude sortie de la part de l'OCDE, qui est un organisme international, et qui a donné ses prévisions de création de richesse par pays pour cette année 2020. Dans le monde, c'est une récession, c'est-à-dire une destruction de richesse historique, moins 6%. Et même dans le scénario le plus négatif, moins 7,6% en 2020. C'est la pire contraction de toute l'économie en période de paix depuis au moins 100 ans. Et c'est la France qui est en haut du podium, sur la première marche, avec la chute d'une richesse nationale la plus importante de tous les pays du monde. Entre moins 11,4% cette année et même peut-être moins 14,1%. C'est absolument gigantesque, cataclysmique. La zone euro est en très mauvaise posture, entre moins 9,1 et moins 11,5. L'Allemagne un peu moins mauvais, moins 6,1. Les États-Unis aussi, entre moins 7,3 et moins 8,5. Et selon Laurence Boone, qui est économiste en chef de l'OCDE, cette destruction de richesse historique aura je cite, des conséquences extrêmes et durables pour les populations, les entreprises et les gouvernements. Alors pourquoi la France, dans cette crise du coronavirus et ses conséquences, est le pays qui chute le plus au monde, juste devant l'Italie et l'Espagne? D'abord parce que les secteurs d'activité les plus touchés au monde par cette crise sont justement les pôles d'excellence de la France. Et ce sont trois pôles en particulier, l'aéronautique, le tourisme et le luxe. Et ce sont effectivement trois domaines dans lesquels nous sommes leaders mondiaux. Par ailleurs, l'étude insiste sur le fait qu'en France, le confinement a été particulièrement brutal, soudain et dur par rapport à tant d'autres pays. Et il a été notamment soudain et brutal, pas du tout préparé, parce que nous avons vécu une pénurie plus forte que les autres pays, notamment pénurie de masques, pénurie de tests, accompagnée de mensonges du gouvernement, mais aussi refus du traitement, avec tout ce débat sur le protocole Raoult, et l'enlisement inadmissible dans les essais cliniques, Discovery, etc. Succession de grand n'importe quoi, au moins depuis le mois de décembre, le mois de janvier, de mensonges et de décisions gravement nuisibles contre le peuple français de la part du gouvernement. Par ailleurs, des travaux en cours entre l'INSEE et le Conseil d'analyse économique montrent qu'en France, les arrêts ont été plus brutaux et plus prolongés qu'ailleurs, notamment dans le BTP. Vous savez, les bâtiments et travaux publics, où on a eu une baisse d'activité jusqu'à 85% en France, ce qui est beaucoup plus fort que dans d'autres pays. Et cette étude INSEE, Conseil d'analyse économique, met ça sur le dos du fait qu'il y a de très mauvaises relations sociales en France, notamment entre les travailleurs et le patronat. La faute évidemment à des années et des années de gouvernements qui ont attaqué le monde du travail, qui ont créé des tensions, qui ont créé des incompréhensions, qui ont créé des conflits, qui se payent évidemment encore plus durement en période de crise. Le problème, c'est qu'on continue encore aujourd'hui, là, dans le déconfinement, de faire n'importe quoi et donc d'aggraver notre retard et notre situation. Ainsi, dans une interview à BFM TV, Philippe de Villiers, le 9 juin, a révélé une partie du contenu qu'il a eu du coup de fil avec le président de la République, Emmanuel Macron. Et c'était le 17 mai. Et Philippe de Villiers raconte qu'il a demandé au président Macron pourquoi Édouard Philippe ne déconfine-t-il pas plus vite? Et Macron lui aurait répondu, je cite, « Il gère son risque pénal ». En effet, le gouvernement et les ministres ayant tellement menti, on se souvient de Sibeth Ndiaye et tant d'autres, mais Édouard Philippe aussi, depuis le début de cette crise, notamment sur les masques et tout le reste, en disant que ça ne servait à rien, qu'on ne savait pas les porter, ils ont maintenant la trouille des procès des familles de victimes, des médecins, des soignants, etc. Et donc il gère son risque pénal, ça veut dire ça. Maintenant il nous fait payer les choses, c'est-à-dire qu'il va tellement prudemment et lentement
qu'on prend un retard considérable et des milliers d'indépendants, on pense à des artisans, des commerçants, des restaurateurs, dans le monde du spectacle, dans le monde des forains, dans le monde de la culture, sont en train de tout simplement être sabordés, de faire faillite, de disparaître. Idem, grosse erreur des médecins du conseil scientifique, qui ont poussé à faire n'importe quoi en parlant à l'époque de 500 000 morts possibles en France, qui n'était pas raisonnable, évidemment, comme prévision. Alors face à cela, avant de voir la révolution nécessaire pour rebondir et de la détailler un peu ensemble, il y a deux entraves majeures. D'abord, la folie européiste, la folie de l'Union européenne et de l'euro dans laquelle notre pays est embarqué à cause de ces dirigeants, de ces eurodingos qui sont à sa tête. Et ça nous empêche de sortir la tête de l'eau. Ça nous enfonce. En effet, nous n'avons pas les instruments pour pouvoir rebondir, contrairement à d'autres pays qui vont pouvoir rebondir beaucoup plus vite. Il faudrait quoi comme instrument? Il faudrait gérer sa monnaie, il faudrait gérer son budget, il faudrait gérer une vraie politique industrielle, une stratégie nationale industrielle, gérer une politique commerciale. Et on ne peut pas le faire puisque toutes ces compétences sont plus ou moins, et souvent, très souvent, totalement dans la main de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne. Sur l'euro, ça risque même de s'aggraver, puisque par la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne du 5 mai dernier, je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus, l'Allemagne a exigé, c'est ça la réalité de cette décision, l'Allemagne a exigé une gestion encore plus allemande de l'euro, et donc encore plus rude, et donc encore plus contraire aux intérêts de la France. Mais aucun ministre français, et pas même évidemment le président de la République, ne le disent, parce qu'ils sont soumis au dogme et à la religion de l'euro. Même chose pour le budget, qui est complètement dicté par les règles européennes. La politique industrielle, on est un des rares pays au monde où dans cette crise, oui, on a déversé beaucoup d'argent public, certes, mais il n'y a pas de stratégie industrielle. On n'a pris aucune participation, on n'a fait aucune nationalisation, on n'a pas de vision industrielle, on a juste déversé des subventions ou de l'argent, mais sans vision. Et ce sera de l'argent qui sera à la fin, qui disparaîtra, qui ne produira rien, pas de valeur ajoutée, pas de richesse. On a obéi à la commissaire européenne à la concurrence, Madame Vestager, qui le 20 avril dernier a exigé qu'il n'y ait pas de nationalisation. L'Allemagne et d'autres pays n'ont pas respecté ça, ils ont fait des nationalisations. Nous, on a mis le petit doigt sur la couture du pantalon et on a obéi. Politique commerciale, évidemment, on ne la gère plus du tout, ce qui fait qu'en pleine crise du confinement, l'Union européenne a signé 2 nouveaux accords de libre-échange avec le Vietnam fin mars, puis avec le Mexique fin avril. Je vous ai fait récemment une vidéo spécialement sur l'accord délirant avec le Mexique, alors qu'on devrait faire l'inverse, du protectionnisme, des circuits courts, le rapatriement et la relocalisation des activités agricoles, agroalimentaires et industrielles dans notre pays, avec en plus une transition écologique et énergétique aboutie pour pouvoir créer de nouveaux emplois innovants et propres. C'est tout à fait l'inverse qu'on fait à cause de notre soumission à l'Union européenne. Dans le plan de relance annoncé par la Commission européenne, voulu par la Commission européenne de 750 milliards d'euros, je vous en ai parlé aussi, nous on est fous sur cette affaire. Nos dirigeants sont fous parce qu'ils misent tout là-dessus. Ils misent tout sur ce plan de relance qui est pourtant le plus bête de l'histoire de France parce qu'il est totalement contraire à nos intérêts. Je vous l'ai déjà expliqué. Sur ces 750 milliards d'euros, la France engage sa signature sur 20%, c'est-à-dire 150 milliards, pour à la fin ne récupérer que 38,77 milliards, le quart. Donc c'est délirant, c'est complètement contraire à nos intérêts. Pourtant, on mise tout là-dessus par idéologie. Et sur quelque chose par ailleurs de très incertain, de très précaire, parce que il y a en cours même au sein de l'Union européenne des batailles diplomatiques intenses. Il y a des pays qui n'en veulent pas de cet accord. C'est Le Monde dans un article du 10 juin dernier qui l'a révélé. Ainsi, le ministre autrichien des Finances a déclaré que cet accord était inacceptable et le ministre hongrois des Finances l'a jugé injuste. Donc la France est en train de perdre son temps sur des accords incertains qui en plus sont contraires à ses intérêts. Deuxième grand problème, c'est qu'au moment même où on devrait tout faire pour se retrousser les manches ensemble pour notre pays, pour notre peuple, pour notre avenir, eh bien nous nous enfonçons dans des débats absurdes qui nous divisent, qui créent des conflits, des tensions, qui sont des débats de diversion, des débats de haine et de haine raciale, et qui sont voulus et entretenus sciemment par le gouvernement et l'oligarchie pour qu'on regarde ailleurs pendant que l'essentiel est en jeu. Ainsi, c'est toute la publicité hallucinante que fait le gouvernement avec des grandes entreprises derrière et les GAFAM au mouvement indigéniste, au clan Traoré, à l'importation en France de problématiques raciales communautaristes américaines et non pas du tout françaises, sur l'histoire revisitée avec des anachronismes délirants, une vision parfaitement idéologique qu'on projette
sur les siècles passés, ces histoires de statues qu'on voudrait déboulonner, Schulcher, Colbert, Federbe et d'autres. J'y reviendrai demain dans une vidéo spécialement sur cette ambiance de guerre civile qu'ils veulent mettre en place en France. On va beaucoup détailler tout cela. Vous savez, ça me fait penser à cette expression, pendant que la situation française est terrible, on parle du sexe des anges. Qu'est-ce que ça veut dire parler du sexe des anges? Ça vient d'où? Ça vient de la prise de Constantinople par les Turcs. C'était le siège de Constantinople le 29 mai 1453. À l'époque, les forces turques étaient sur le point de prendre la ville, de prendre Constantinople. Et pendant ce temps-là, au lieu de se battre, eh bien, les religieux byzantins étaient occupés à avoir des discussions théologiques sur le sexe des anges, ce qui a précipité la prise de Constantinople. Et c'est exactement ce qui se passe en France, sauf que nous, on ne parle pas d'anges, on parle plutôt de démons. Et puis nous, c'est sciemment voulu, ça n'est pas simplement une erreur, c'est une faute volontaire. Tous ces débats sur les mettre un genou à terre, entretenus par le ministre de l'Intérieur Castaner, etc. Tout ça est une folie totale. Alors que le monde, et notamment l'Extrême-Orient, qui se réveille, qui fait plus que se réveille et qui s'éveille, eh bien, avance, innove, travaille, forme sa jeunesse, se projette dans l'avenir, réfléchit, va sur les grands débats, le spatial, l'espace maritime, les fonds marins, l'infiniment petit, l'infiniment grand, la science. Nous, on est embourbés dans ces querelles artificielles voulues et suicidaires. Que faire? Que faire? Alors d'abord, sur le très court terme, il faut éviter la casse et que ça aille encore plus mal. Donc il faut accélérer là, le déconfinement, vraiment, immédiatement. D'ailleurs, le conseil scientifique a dit, je cite, que la situation sanitaire était sous contrôle. Alors il faut en tenir compte. Il faut donc rouvrir le plus vite possible toutes les salles de restaurants qui ne sont pas encore ouvertes, notamment en Guyane, Mayotte et en Île-de-France. Pareil, c'est pour les salles de spectacle. Pour les salles de cinéma, il faut aider le monde de la culture, le monde des forains qui a été complètement oublié et tant d'autres. Les artisans, les commerçants, les indépendants par rapport à une grande structure ne doivent pas être les grands perdants de cette crise. Donc ça, c'est la première chose à faire. Aller récupérer aussi les 5% de professeurs décrocheurs qui ont disparu des écrans radars, ce qui est absolument inadmissible. Plus fondamentalement, il faut changer de paradigme, c'est-à-dire pour éviter la chute finale. Et pour ça, il faut une révolution. Ni plus ni moins. Ce que j'ai appelé la révolution politique. C'est ça, changer de paradigme. C'est changer à 180 degrés, du tout au tout. Pour faire cette révolution, il faut faire l'inverse de ce qu'on fait, évidemment, de tout ce que je viens de vous décrire. D'abord, arrêter de nous enliser volontairement, de nous faire manipuler dans des débats importés des États-Unis qui nous divisent. Il faut les rejeter loin de nous. Il faut travailler pour préparer demain tous ensemble en se retroussant les manches. Il faut comprendre le poison qui coule dans nos veines et qu'on a injecté volontairement dans nos veines, et comprendre qu'il est mortel et qu'on doit d'urgence prendre l'antidote. Et l'antidote, c'est cette révolution politique. C'est mettre ces débats loin de nous, accepter les grands sujets fondamentaux, ceux de la domination oligarchique, ceux qui font qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes prisonniers d'un système qui veut notre mise en esclavage. Ça veut dire qu'en même temps, il faut faire le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro, rejeter ce plan de relance proposé par la Commission européenne de 750 milliards d'euros contraire à nos intérêts, avoir les outils, les instruments, la souveraineté nationale et populaire nécessaires pour pouvoir agir et rebondir, diversifier grâce à cela nos points de force. On ne peut pas dépendre simplement de quelques industries qui sont les plus touchées par la crise. Il faut miser sur les technologies d'avenir, sur les recherches d'avenir, avoir donc un projet national. Avoir un projet national en tout domaine, pas que dans le domaine économique et social, en tout domaine, avoir un projet national. Rien de tout cela, évidemment, n'est possible avec la caste actuelle, qui est bien trop médiocre, qui manque bien trop d'ambition, qui est bien trop anti-française, qui est bien trop européiste, mondialiste, oligarchique, et qui baigne bien trop dans les conflits d'intérêts, qui nous veut bien trop de mal. Il nous faut des gens qui nous veulent du bien. C'est la révolution politique. Il ne faut donc pas désespérer, ne pas avoir peur. La situation est grave, elle est très grave, mais nous sommes la France, nous pouvons rebondir, nous devons rebondir. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, adhérez aux Patriotes, la formation politique que je préside. Ne tardez plus. Rejoignez-nous, le lien pour nous rejoindre est dans la description sous cette vidéo. Je vous attends aux Patriotes. Nous vous attendons de plus en plus nombreux, de plus en plus forts, de plus en plus unis et rassemblés. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, par l'intelligence et par le fait de refuser les débats de diversion, de division, de manipulation. Merci à tous et vive la France.